J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Artem Studenikov, qui est ministre auprès de l'ambassade de Russie à Paris. Bonsoir Artem Studenikov. Bonsoir. Alors, je le disais, l'actualité, elle est riche. Elle est riche directement pour la Russie ou indirectement. Elle est riche tout d'abord avec l'INF. Je voudrais que vous nous en parliez. Les États-Unis qui se sont dégagés de l'INF. On va peut-être rappeler également à nos auditeurs ce que c'était. Les Russes, du coup, de facto, se sont retirés également. Il y a quand même des nouvelles inquiétantes. On sait que les États-Unis sont en train de mettre en place une bombe nucléaire à plus petit calibre, si vous me permettez cette expression, qui n'est peut-être pas évidemment l'expression la plus exacte. Et puis, il y a le Venezuela. Le Venezuela, je voudrais que l'on en parle également. Les États-Unis font une entrée incroyable au Venezuela. Il y a même un certain nombre maintenant de reporters qui ont filmé des hélicoptères américains en train d'arriver au Venezuela. C'est passé aujourd'hui. J'ai vu cela. Que transportent ces fameux hélicoptères, on ne sait pas. Et puis, quand on sait que les puits de pétrole sont gérés par des entreprises russes. Donc on se doute qu'il y a une guerre, entre autres. Il n'y a pas évidemment que des entreprises russes. Mais on peut s'inquiéter de l'opportunisme des Américains à soutenir cet opposant. Est-ce qu'en vérité, derrière, il n'y a pas une volonté économique de mettre la main, comme ils ont pu le faire dans d'autres pays, sur les puits de pétrole étrangers? Alors, je voudrais tout d'abord, c'est que l'on attaque, que l'on parle, que vous puissiez nous éclaircir les choses, l'actualité sur l'INF. Qu'est-ce que c'est que l'INF ? Bon, l'INF, l'accord sur les missiles de petite et moyenne portée, a été conclu en 1987. À l'époque de Mikhail Gorbatchev, à l'époque très romantique de la perestroïka, de la baisse des tensions entre deux camps, entre le camp socialiste et capitaliste, comme on disait à l'époque. Et en même temps, c'était vraiment un temps très important pour la stabilité globale, pour la sécurité du monde, parce que les États-Unis et l'Union soviétique ont bien compris qu'il faut faire quelque chose pour baisser les tensions, pour baisser le niveau d'une menace d'une guerre nucléaire. Et dans le cadre de plusieurs pourparlers qui ont duré des années, on a arrivé à conclure avec les États-Unis un accord sur l'élimination de deux classes des missiles. Missiles de croisière et missiles basés sur le sol, de petite et de moyenne portée, c'est-à-dire les missiles qui volent entre 500 et 1000 km et entre 1000 km et 500 et 5000 km. Encore une fois, 500 km jusqu'à 1000 km et d'une 1000 km jusqu'à 5000 km. Donc vous comprenez que ces armes étaient surtout dangereuses pour l'Europe. Parce que pour joindre le territoire américain, là, il faudrait utiliser des missiles balistiques de longue portée. Et les missiles de moyenne et de petite portée ont été faits justement pour les Américains, c'était intéressant d'avoir ce type de missiles pour frapper le territoire soviétique à partir des bases en Europe et en Asie. Pour l'Union soviétique, la même chose, frapper les bases américaines en Europe et dans le monde, mais disons les bases qui se trouvaient près des frontières soviétiques, et l'Union soviétique était à l'époque entourée par les bases militaires américaines, comme un peu aujourd'hui. Oui, ce que j'allais dire, finalement le contexte... Voilà, donc nous revenons malheureusement un petit peu... Les lieux ont changé, mais on arrive à la même chose. Des années 70, 80, et c'était pas la volonté de la Russie. Mais quand même, en 1987, on a réussi à conclure cet accord, un traité très compliqué, très sophistiqué, très technique. Comme je vous dis, on a détruit complètement les arsenaux concernant ce deux types de missiles chez nous, chez les Américains, sous l'inspection des uns et des autres. Donc ce processus était bien contrôlé, bien organisé. Et à l'époque, c'était vraiment un progrès énorme pour toute l'humanité, je dirais. Et surtout pour le peuple de l'Europe, pour le peuple soviétique, pour le peuple américain, pour tout le monde.
Mais depuis un certain moment, c'est la Russie qui a exprimé ses préoccupations à l'égard de certains aspects militaires qui sont liés avec le développement de la pensée technique dans le domaine militaire, qui est lié avec le développement technologique du monde, et qui est lié avec l'apparition de certains moyens qui n'étaient pas inscrits dans ce traité sur les missiles de croisière, de croisière et des missiles sol-sol de petite et de moyenne portée. De quoi s'agit-il? Nous avons bien remarqué que, par exemple, le développement des drones, des appareils qui sont guidés du sol, mais qui sont absolument indépendants, qui sont très puissants, qui volent à plusieurs centaines de kilomètres, voire milliers de kilomètres. Nous avons bien remarqué que ces drones sont comparables par leurs caractéristiques techniques avec les missiles de petite portée, et parfois même de moyenne portée, mais surtout de petite portée. Et nous avons dit à nos amis américains que, écoutez, voilà, il y a des drones qui se développent partout un petit peu, mais surtout chez vous. Des drones qui peuvent frapper, qui peuvent mener des armements. Et personne ne peut pas contrôler quel type d'armement ils peuvent porter. Des drones qui volent à plusieurs centaines de kilomètres et, comme j'ai dit, sont comparables, surtout pour les radars. Ils sont absolument comparables avec les missiles. Et nous avons évoqué ce sujet en proposant aux Américains d'examiner cette nouveauté technologique dans le cadre de ce traité signé à l'époque où ces moyens n'existaient carrément pas. Deuxième chose qui a provoqué notre préoccupation, c'est les installations de lancement des missiles antimissiles. Tout ça s'inscrit dans le cadre de ce programme global effectué aujourd'hui, mis en œuvre par les États-Unis et par l'OTAN, défense antimissile globale. Alors, ces systèmes sont installés où, les derniers? Ce système est installé aujourd'hui en Roumanie, en Corée du Sud, à Alaska, et sera installé très prochainement en Pologne. Mais ce système existe aussi sur les bateaux, mais là... en Ukraine, il n'y a rien. Non, évidemment, non. Il n'y a rien en Ukraine. Mais il y a deux aspects qui sont liés avec la défense antimissile. J'ai commencé par ces installations, mais je change un petit peu l'idée. Je commence par une autre chose. Pour développer le système antimissile, un système global qui, comme vous comprenez, est destiné à détruire les missiles balistiques qui pourraient frapper l'Europe et les États-Unis ou n'importe quel pays. Pour développer ce système, il faut installer le système d'essayage. Il faut essayer ce système. Et comment vous voulez essayer le système antimissile sans utiliser certains missiles? Et voilà, les Américains ont développé quelques types de missiles qui ne sont que missiles qui ont été élaborés pour essayer ces armes antimissiles. Des missiles test. Les missiles test, tout à fait. Et vous comprenez que c'est un peu la même histoire. Ils ont presque les mêmes caractéristiques que certains missiles de portée intermédiaire ou de petite portée. Ils n'ont pas d'engins explosifs. Bien sûr. Ils ne contiennent pas ces engins explosifs, mais personne ne sait, personne ne peut pas deviner. Quand il y a un lancement de ce type de missile, surtout en direction, par exemple, de la Russie, pour nous, pour nos militaires, il est très difficile de comprendre de quoi s'agit-il. Évidemment, il y a des canaux de prévention, il y a des canaux de déconfliction. Ça marche évidemment entre nous et les Américains, mais c'était le deuxième sujet de notre préoccupation dans le contexte de ces traités sur les missiles de petite et de moyenne portée. Alors, je me permets de vous interrompre 2 secondes pour que vous puissiez nous éclaircir sur ce que vous venez de dire. Vous venez de dire qu'il y a des missiles test qui sont envoyés par les États-Unis. Vous nous dites est-ce qu'à chaque fois, les Américains vous préviennent dès qu'ils envoient un missile test?
Ce qu'ils vous préviennent, c'est un test, nous envoyons un missile. Oui, il y a des mécanismes internationaux qui prévoient, Ce genre d'échange. l'échange d'informations. Il y a des canons entre les militaires, tout à fait. Mais c'est juste pour vous montrer que avant les accusations de la part des États-Unis à l'égard de la Russie pour cette fameuse missile 9M729, bien avant ces accusations, nous avons déjà porté à la connaissance de nos partenaires américains de plusieurs préoccupations russes dans le contexte de cet traité INF. Nous avons évoqué ces missiles tests. Troisième élément qui nous inquiète, les installations de lancement des antimissiles qui existent aujourd'hui en Roumanie et qui seront installés très prochainement en Pologne, qui sont destinés pour frapper les missiles de certains pays, pas la Russie, comme nous expliquent nos partenaires bien américains. Entendu. C'est pour ça que c'est en Pologne, c'est pour ça que c'est en Pologne, en Russie et en Alaska. Ce programme, ce système global antimissile créé par les Américains est créé contre les États voyous, comme disent nos partenaires américains. Ils ne sont pas là, les États voyous. Écoutez, ils parlent surtout de l'Iran, de la Corée du Nord, et ils nous expliquent que ce système ne vise pas les forces stratégiques russes, mais les missiles des acteurs non étatiques et de certains États qui représentent un danger pour les États-Unis ou pour l'Europe. D'accord. Même si nous ne partageons pas cette analyse, nous avons plusieurs questions à poser. Mais même si on ne pose pas des questions sur cette explication, sur cette raison d'installation de ce système global antimissile, nous avons un autre sujet. Sujet de préoccupation. Les installations de lancement de ces missiles antimissiles peuvent être utilisées sans beaucoup de changements techniques, pour lancer les missiles de croisière sol-sol. Et même les experts américains ont confirmé ça en nous expliquant qu'une seule chose que nous pouvons vous donner comme garantie, c'est notre parole, que nous n'allons pas remplacer les missiles antimissiles, contre de vrais missiles de croisière. Mais ce n'est pas suffisant pour nous. Donc, vous voyez, il y a 3 sujets de préoccupation et ça fait déjà plusieurs années que nous évoquons ces 3 sujets lors de nos consultations, lors de nos échanges avec les Américains. Par contre, les États-Unis, il y a 5 ans, ont évoqué pour la première fois leur préoccupation concernant une certaine missile russe élaboré en Russie, construit en Russie, qui, selon leurs informations, vole à distance plus importante, plus longue que 500 km. Dès le début, nous avons proposé à nos partenaires américains de nous mettre à la table des négociations, de mettre sur la table des preuves, des faits, des caractéristiques techniques, de nous expliquer quelles sont les raisons de leur explication, où ils ont vu les essais de cette missile. De quel missile s'agit-il ? Et cette information nous parvenait goutte par goutte. On nous a dit d'abord qu'il s'agit d'un polygone Kapustin-Yar où cet essai a été effectué. Mais c'est un polygone très connu où plusieurs types de missiles russes sont essayés. Les missiles qui correspondent complètement à tous nos engagements internationaux. Nous avons demandé les dates. Quand est-ce que ces essais ont été effectués ? De quel type de missile s'agit-il ? Donc finalement, il n'y a pas très longtemps, enfin, les Américains ont donné le nom de cette missile. 9M729. SSU 8, si je ne me trompe pas, selon l'abréviature adoptée par l'OTAN et par les États-Unis. Mais cette missile est connue déjà par tout le monde, 9M729. Enfin, quand nous avons enfin appris de quoi s'agit-il, nous avons proposé aux Américains de nouveau nous mettre à la table des négociations et d'évoquer tout ce qui est lié avec cette missile concrète. Les Américains ont refusé. Il n'y a pas très longtemps, nous avons organisé un grand briefing organisé par notre ministère de la Défense où nous avons
montré cet missile, où nous avons donné plusieurs explications purement technologiques qui démontrent de façon très claire, en tout cas selon notre analyse, que cet missile ne peut pas voler plus long que 480 km, c'est-à-dire dans le cadre des dispositions, c'est-à-dire ce qui correspond aux dispositions de ce traité INF. Donc, il faut vous dire que plusieurs dizaines d'attachés militaires de différents pays, accrédités auprès des ambassades accréditées à Moscou, ont visité ce briefing, mais pas nos partenaires européens qui font partie de l'OTAN et pas nos partenaires américains. Ils ne sont pas venus assister à ce briefing. Pourquoi ? Parce que dès le début, l'OTAN et les pays de l'Union européenne a bien fait comprendre qu'ils partagent pleinement les appréciations américaines, les préoccupations américaines. Ils sont à la fois préoccupés par la sortie des États-Unis de l'accord, en tout cas par leur annonce de cette sortie, qui ne va pas se tarder. Mais en même temps, ils ont déclaré que cette sortie est dictée par la violation par la Russie des dispositions de ce traité. Ce qui, évidemment, nous chagrine énormément parce que, au lieu de se réunir et au lieu de se parler, de nouveau, sans aucune preuve, sans aucun fondement, sans aucune présentation des preuves techniques, des faits concrets, on nous accuse et les Américains prennent des décisions qui ont une importance vraiment globale, mais surtout régionale pour la sécurité de l'Europe. C'est un fait absolument déplorable, mais même dans cette situation, nous restons ouverts à tout type de négociations et consultations avec des Américains ainsi qu'avec nos partenaires européens. Il y a quelque temps, à Vienne, les consultations russes et américains ont eu lieu. On espérait de pouvoir avoir une discussion approfondie concernant tous les aspects de ce problème, mais en vain, parce que, de fait, les Américains ont accepté ce rendez-vous, ont accepté cette réunion, juste pour nous exposer leur ultimatum. Ils nous ont donné 2 mois pour détruire, sous leur contrôle, tous nos missiles évoqués, et faire encore plusieurs démarches pour lever leurs soupçons et leurs préoccupations, ce qui, évidemment, n'est pas acceptable. Derrière tout ça, donc, ça c'est ce que l'on pourrait appeler la partie officielle. C'est la partie, je dirais, immergée de l'iceberg. Mais la partie cachée de l'iceberg, en vérité, qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté des Américains, ces excuses des Américains de sortir de l'INF? Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie militaire? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté quelque part d'offensive à l'égard de la Russie de la part de certains officiers, de certaines instances américaines? Évidemment, nous ne voulons pas croire au début d'une nouvelle guerre froide. Nous ne voulons pas cette guerre, même si, évidemment, suite à cette démarche américaine, on va prendre des mesures réciproques. Et si un jour, certains pays européens vont accepter d'accueillir sur leur sol les missiles interdits par ce traité, les missiles américains, évidemment, la Russie va prendre ses propres mesures pour assurer nos intérêts nationaux, pour assurer notre sécurité. Et tout ça, vous comprenez, une fois, je le répète une fois de plus, et tout cela sera au détriment de la sécurité de l'Europe, mais ce n'était pas la volonté de la Russie. Maintenant, comment expliquer ces démarches? Franchement, bien sûr, il y a plusieurs raisons. Oui, on se doute qu'il y a derrière... il y a plusieurs raisons. Nous ne pouvons canaliser la situation. Il faut dire que, évidemment, il y a plusieurs pays dans le monde qui développent les missiles interdits par notre traité bilatéral avec les Américains. Et ça, c'est important parce que ce n'était pas un traité
universel. C'était un traité bilatéral soviéto-américain, maintenant russo-américain. D'autres pays qui ne sont pas liés par les dispositions de ces traités ont développé et développent toujours ce type de missile. Je n'exclus pas que c'était un facteur qui a aussi à jouer son rôle. Mais au lieu de détruire ce traité, nous avons proposé de penser ensemble comment le rendre universel, comment inviter d'autres acteurs internationaux à joindre à ce traité, ou élaborer un autre traité acceptable par par d'autres acteurs internationaux qui possèdent des technologies de la production des missiles. Non, ce n'était pas accepté, notre idée. Globalement, nous avons l'impression que les Américains ont un but stratégique, détruire tous les régimes de désarmement qui ont été créés à la fin de l'époque soviétique. Parce qu'ils ont commencé par sortir de l'accord sur la défense antimissile. Traité sur l'interdiction, ou plutôt un traité aussi bilatéral qui gérait le système de la défense antimissile qui existait depuis l'époque soviétique en Union soviétique et aux États-Unis. Les Américains ont sorti de ce traité pour pouvoir développer le système global de la défense antimissile. Ils ont expliqué leur démarche par l'apparition de nouvelles menaces, de nouveaux défis dans le monde, les menaces qui sont liées avec la prolifération des technologies de missiles, etc. Mais déjà, à l'époque, on était très inquiet par ces décisions et par la création de ce système global qui ne vise pas, selon nos partenaires, la Russie, mais selon nos estimations, selon l'analyse de nos experts militaires et de nos chercheurs militaires, ce système peut être utilisé contre les forces stratégiques russes, ce qui change, ce qui détruit l'équilibre stratégique qui existait depuis la fin des années 80. Donc, pourquoi ils veulent détruire ces régimes ? Difficile à expliquer, il y a plusieurs raisons. Je répète, le monde a changé. Mais au lieu de parler, au lieu de penser ensemble comment adapter les régimes qui existent à la nouvelle situation stratégique dans le monde, comment inviter dans ce processus d'autres acteurs importants dans le domaine, au lieu de faire tout ça, les Américains ont choisi cette option de la pression totale sur la Russie, cette option de chantage, d'ultimatum et des accusations sans fondement. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté également de la part des Américains d'une revanche, puisqu'on le voit bien, finalement ils ont continué sur cette politique du tout nucléaire pendant de nombreuses années, alors que le gouvernement russe a compris que au niveau de la course à l'armement, il fallait repenser les choses. On sait que les Russes ont développé des technologies ultra poussées, notamment de brouillage, puisque d'après les informations que l'on peut avoir dans les médias, je ne sais pas si vous pourrez nous en parler, mais ils ont réussi même à bloquer complètement tout un porte-avions par un système de brouillage qui est extraordinaire. Pendant quelques secondes, un porte-avions américain, est-ce que ces informations sont confirmées? Est-ce que vous pouvez les confirmer? Et ça voudrait dire, en fin de compte, que finalement les Russes ont su repenser la technologie militaire, alors que les Américains ont continué sur cette lancée et s'aperçoivent finalement qu'ils ont pris du retard du fait de cette pensée unique de leur part. Écoutez, je ne veux pas entrer en détail technique parce que bien sûr, je ne suis pas un expert. Et laissons ce sujet aux experts militaires et aux experts techniques. Ce que je peux vous confirmer, effectivement, dans ce contexte si compliqué qui existe aujourd'hui dans les relations internationales, à un moment donné, la Russie a commencé à investir un peu plus dans le développement de la pensée militaire, dans le développement de nouveaux types d'armement et dans la modernisation de notre armée, parce que pendant
bonne décennie, et même plus, l'armée russe se trouvait dans un état pitoyable. Le financement a été coupé et vraiment on ne dépensait pas trop pour maintenir l'état de l'armée russe dans l'état adapté aux démons du temps. Tandis que vous savez combien est important le budget militaire américain. Notre budget, c'est 70 milliards de dollars et nous nous proposons de baisser ce budget les années qui suivent. Mais par contre, on a fait pas mal d'efforts. Les chercheurs, les spécialistes russes ont fait un très beau travail. On a inventé certains nouveaux types d'armements et même parfois, on dirait même classes d'armement. Oui, peut-être ces nouvelles qui ont été annoncées par le président de la Fédération de Russie, Poutine, dans son message au Parlement le printemps de 2018, l'année dernière. Ce message a été bien entendu par nos partenaires occidentaux. J'espère qu'ils ont bien entendu que tous nos efforts sont dictés par notre volonté d'assurer la défense, la protection de notre pays. Et ce sont tous ces types d'armements existent uniquement pour en plus des moyens de défense que des moyens d'attaque. Assurer la dissuasion. Pour nous, c'est tout à fait évident. Surtout comme je vous dis, dans la situation où l'infrastructure de l'OTAN s'approche toujours, et ce processus continue toujours, s'approche vers les frontières de la Russie. Donc nous ne pouvons pas oublier ça, ne prend pas en compte cette tendance. Mais en ce qui concerne la qualité de ces nouveautés militaires, je lui dis que les experts en discutent. Nous faisons tout pour protéger nos intérêts, pour assurer la protection du pays. Les Américains, je présume, aussi. Mais malheureusement, je pense qu'ils ont choisi une mauvaise voie. Ils restent bloqués sur la pensée guerre froide, en fin de compte. Oui, malheureusement. Nous sommes ouverts à un dialogue. Les Américains se limitent par un chantage et par des ultimatums. Ce qui ne marche pas avec la Russie. Alors, je voudrais maintenant que l'on parle du Venezuela. Et est-ce que finalement l'action du... Bon, vous allez nous reparler un petit peu de la position du gouvernement russe à l'égard du Venezuela et du gouvernement vénézuélien. Mais est-ce que finalement l'attitude des Américains à l'égard du Venezuela, c'est pas... On a une revanche à prendre. On s'est pris une grosse claque en Syrie, si vous me permettez ce résumé. On s'est pris une grosse claque en Syrie où les Russes ont été bien plus calés que nous. On va prendre une revanche au Venezuela. Écoutez, je préférais que vous posiez cette question à mon collègue américain. Bien entendu. S'il vient un jour dans votre studio. Non, pour moi, c'est difficile. Non, mais évidemment, c'est difficile de répondre ainsi. Mais ça peut être une vision c'est une vision personnelle. Il ne faut pas oublier que pour les États-Unis, l'Amérique latine représentait toujours l'arrière-cour, en quelque sorte. Oui. C'était toujours leur zone d'influence. Et l'idée qu'il y a des pays qui ne se plient pas, qui défendent leur souveraineté, qui défendent leur ligne politique, peut-être est insupportable pour certains têtes chaudes à Washington, pour certains radicaux. Mais on peut s'étonner quand même. C'est un pays qui a du pétrole et comme par hasard, tous les pays où il y a du pétrole, les Américains y mettent leur nez en ce moment. Pas seulement les Américains. N'oubliez pas que les Américains ne sont pas seuls. Aujourd'hui, il y a un grand groupe de pays qui ont reconnu le président par intérim, M. Guaido, et les États-Unis ne sont pas seuls. Oui, non, mais ça, attendez, ça c'est sous l'influence américaine. Là, nous savons très bien que les Français se plient à la volonté américaine depuis un grand nombre d'années, enfin depuis un certain nombre d'années. Je ne voudrais pas. Ils veulent même parfois, on en fait plus. De la situation. Non, ça je vous demande pas. Ça c'est un. Non, ce que je peux vous dire concernant la position de la Russie. Oui. Écoute, c'est un peu la même histoire qu'avec la Syrie.
du point de vue que nous sommes venus en Syrie non pas pour sauver Bachar al-Assad comme un homme politique, comme un chef d'État. Nous sommes venus en Syrie pour sauver l'État syrien devant une menace absolument réelle de la victoire du califat mondial, ou plutôt du Daesh, de l'État islamique. Quand nous soutenons le pouvoir actuel, les autorités légitimes de Venezuela aujourd'hui, c'est pour des raisons très simples. Nous respectons le droit international et nous respectons la législation en cours. Il n'y a pas d'ingérence de votre part dans les pays en question. Tout simplement, président Maduro, malgré toutes ces erreurs, et ces erreurs sont considérables, nous voyons ça, nous sommes des réalistes, nous comprenons que la situation économique de Venezuela est déplorable, et nous essayons même de donner quelques conseils pour renverser un petit peu cette donne, améliorer la situation économique. Oui, il a commis des erreurs, mais Nicolás Maduro, c'est un président légitime de Venezuela, élu par le peuple vénézuélien. Et nous savons que, malgré des dizaines de milliers de gens qui supportent l'opposition et qui sortent dans les rues, nous savons très bien qu'une très grande partie de la population vénézuélienne, je ne sais pas moitié ou non, mais une très grande partie du peuple vénézuélien soutient Nicolás Maduro, soutient l'État bolivarien, et il faut prendre en compte cet aspect-là. Ce que nous voulons éviter au Venezuela, c'est le conflit fratricide. C'est une guerre civile. C'est la guerre civile, guerre fratricide, qui aujourd'hui vraiment représente une vraie éventualité. Parce que la société vénézuélienne est scindée. Il y a des dizaines de milliers qui soutiennent Nicolás Maduro, les autres soutiennent l'opposition. Et compte tenu de cette ingérence internationale, cette menace de la guerre civile devient très réelle. Voilà pourquoi nous voulons faire tout notre possible pour éviter ça. Mais qu'est-ce que nous pourrons faire? Nous appelons toute la communauté internationale à aider toutes les composantes de la société vénézuélienne à arrêter de parler, à arrêter de parler des slogans, des mots d'ordre, à arrêter de scander des phrases assassines, mais se mettre à la table des négociations et d'essayer de trouver la sortie de cette grave crise politique. Et nous ne pouvons pas accepter cette ingérence frontale dans les affaires vénézuéliennes. Vraiment, c'est un précédent énorme. Imaginez-vous, aujourd'hui, il y a tant de pays où les chefs d'État sont contestés par la rue, sont contestés par l'opposition, parfois très puissante. Et si demain... Même la France, je vous confirme. Je ne veux pas citer les pays bien concrets, sûr. Mais en tant que diplomate, vous ne pouvez pas. Mais on peut me rappeler que la France est... Y compris en Amérique latine, il y a plusieurs pays où les chefs d'État, les leaders, sont contestés. Et cet exemple vénézuélien peut représenter une nouvelle boîte de Pandore. Oui, mais le Venezuela a comme défaut d'avoir du pétrole. Donc voilà, c'est une des raisons premières qui fait que les États-Unis interviennent de façon importante dans cette politique, et que du coup, un certain nombre de pays affiliés aux Américains, dont la France, soutiennent les positions américaines, ou vont même parfois jusqu'à les précéder. C'est assez extraordinaire. À ce niveau-là. Donc, vous confirmez qu'il y a bien un certain nombre d'entreprises pétrolières qui sont gérées par des sociétés russes. Alors, évidemment, pas tout, mais il y a un certain nombre de... Oui, je peux vous confirmer que nos liens avec Venezuela sont connus. Ce sont des liens très pragmatiques, constructifs, très amicaux, assez ancienne, mais surtout, évidemment, c'est lié avec cette incroyable aventure du président Chavez, qui était un homme de charisme incroyable, qui a joué, je pense déjà, qui est entré dans l'histoire de l'Amérique latine en général, et évidemment dans l'histoire de
sa patrie de Venezuela. C'était lui qui était auteur de ces relations très denses, très amicales, très fructueuses entre nos deux pays. Et c'était donc Chavez, donc c'était avant Maduro. Tout à fait, c'était le prédécesseur de Nicolás Maduro, et c'était lui qui a créé des relations d'amitié, ou plutôt, bon, il a levé ces relations à un niveau très, très élevé. Il s'agit des relations politiques, il s'agit des relations économiques, culturelles, et la Russie est toujours ouverte à tout le pays qui veulent coopérer, qui veulent développer ces relations. Nous avons une coopération dans le domaine militaire et technique, nous avons la coopération dans le domaine d'éducation, et évidemment, nous avons un partenariat assez important et dense dans le domaine économique et dans le domaine pétrolier. Mais la Russie n'est pas un seul pays investisseur. La Chine a investi beaucoup plus dans l'économie vénézuélienne et il a aussi beaucoup d'intérêt là-bas. Donc nous sommes toujours persuadés que dans les pays si importants que Venezuela, il y a de place pour tout le monde pour développer des relations basées sur le respect mutuel et sur non-ingérence dans les affaires. Voilà pourquoi je vous confirme que oui, nous avons beaucoup d'intérêts économiques au Venezuela, mais ça ne veut pas dire que notre position est dictée uniquement par ses intérêts. Nous voulons protéger le droit international, parce qu'aujourd'hui c'est Venezuela, demain c'est un autre pays. En Asie, à condition qu'il ait du pétrole. En Afrique, on ne sait jamais. Parfois, vous savez, je peux vous donner plusieurs exemples. Prenez par exemple l'exemple de Macédoine. Combien forte était la participation occidentale dans le règlement de ce conflit entre Macédoine et la Grèce concernant la nomination de ce pays. La même histoire avec le Monténégro. La participation des hommes politiques étrangères et occidentaux dans les processus politiques dans ce pays est énorme. Mais il n'y a pas de pétrole là-bas. Donc, pétrole, c'est important, mais ce n'est pas une seule raison de tel ou tel type d'ingérence. Alors, revenons justement sur ces puits de pétrole. On dit qu'il y a un certain nombre de mercenaires russes qui sont arrivés justement en place de façon, alors je bien dis mercenaires, c'est-à-dire militaires privés, commandés par les sociétés pétrolières russes présentes sur place. Donc on appelé ces mercenaires à venir assurer plus fortement la sécurité. Est-ce qu'il y a une inquiétude, une ingérence militaire américaine au Venezuela de la part du gouvernement russe? Il y a une forte inquiétude d'ingérence militaire, disons, pas uniquement américaine, mais étrangère dans les affaires vénézuéliennes. Mais il n'y a pas de mercenaires russes au Venezuela. Je ne peux que démentir cette information, comme l'a fait déjà le secrétaire de presse, ou plutôt l'attaché de presse du président, M. Peskov. C'était au niveau plus élevé et plus officiel que ça. Ça pourrait tout à fait être légitime, de toute façon, de façon... Mais tout simplement, je ne peux que démentir. Vous démentissez l'information. Il n'y a pas de mercenaires Il n'y a pas de mercenaires russes au Venezuela pour garantir la sécurité. Même ce mot, vous savez, je parle d'équipes de sécurité. Comme Bob Denard, par exemple. Non, bien sûr. Ce qui est pour moi un vrai mercenaire. Oui. Il y a des compagnies militaires privées. Non, militaire, non. Chez nous, on appelle ça autrement. Moi, je parle de sécurité. Compagnie de sécurité privée, tout à fait. Pour nous, mercenaire est un militaire privé. Voilà. Bob Denard était un militaire privé. Chez nous, les compagnies militaires privées n'existent pas. Ils ne sont pas prévus par notre législation. Par contre, il y a des compagnies de sécurité. Ils sont tout simplement, ils sont interdits. Ils n'existent pas. Ils ne sont pas prévus par la législation. D'accord. Par contre, il y a des compagnies de sécurité privées qui peuvent être. Ils sont armés conformément à la législation et ils peuvent être invités par bien sûr, pour les assurer acteurs la sécurité internationaux pour assurer un tel ou tel intérêt sécuritaire. Et donc, est-ce que justement, il y a de ces
sociétés, toujours pour protéger, je parle le pétrole, je ne parle pas d'ingérence. On n'a pas lu pour l'instant qu'il y ait une volonté d'ingérence, même de la part de médias assez critiques à l'égard de la Russie, on n'a pas lu ce type d'informations. Mais est-ce qu'il y a des sociétés de sécurité qui ont été appelées pour renforcer la sécurité de ces puits de pétrole? Non, pas à ma connaissance. Pas à votre connaissance. Pas à ma connaissance, et en plus, je répète, les rumeurs ont été démenties par le service de presse de la présidence D'accord. russe. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y a une inquiétude de la part du gouvernement russe d'une ingérence militaire étrangère au Venezuela. Oui. Quand vous dites inquiétude d'une puissance étrangère, est-ce que vous voyez quelque chose comme une coalition, comme on a pu avoir en Libye ou ailleurs? Comment est-ce que vous traduisez la chose? Mais, tout d'abord, nous espérons que nous n'arriverons pas à ça. J'espère Bien quand sûr. même que les gens vont savoir garder leur tête froide. Mais les tensions montent dans la région, c'est sûr. Évidemment, comme tous, nous avons vu ce chiffre 5000 troops, 5000 soldats en Colombie. Cette histoire est bien connue. Et la personne qui avait cette feuille avec ces chiffres et ces mots est bien connue pour ses positions radicales, pour son approche très intransigeante, que ce soit concernant l'Iran ou la Russie. Donc voilà pourquoi tout est possible. Je pense que et même les représentants américains ont bien fait comprendre que toute option sont sur la table. Nous pensons que nous tous, nous devons faire le maximum pour éviter que les choses prennent cette vraiment mauvaise tournure. Alors, Artem Sudenikov, je le rappelle, vous êtes ministre auprès de l'ambassade de la Fédération de Russie à Paris et vous nous faites le plaisir et l'honneur de venir aujourd'hui pour nous parler justement de la position russe, notamment par rapport à l'INF et au Venezuela. Et je voudrais savoir ce que le gouvernement russe propose pour essayer de sortir de cette situation extrêmement complexe. Et comme vous l'avez dit, il y a un grand risque de guerre civile si on continue à mettre de l'huile sur le feu, jeter de l'huile sur le feu. Elle va finir par s'embraser de façon assez rapide. Qu'est-ce que la Russie propose, qu'est-ce que le gouvernement russe propose pour sortir de cette situation complexe? Tout d'abord, notre idée principale, c'est que ce sont des Vénézuéliens qui doivent résoudre ce problème. C'est-à-dire, l'opposition et le gouvernement doivent se parler et doivent essayer de trouver ensemble la sortie de cette situation. C'est une seule option possible. Il faut se parler. Et donc, vous essayez de pousser à ce qu'il y ait une rencontre? Pour l'instant, nous ne sommes pas demandés d'effectuer des démarches de médiateurs, mais nous serons toujours prêts à contribuer à la stabilisation de la situation au Venezuela. Et l'ONU n'est pas sollicitée de la part du gouvernement russe pour régler le conflit? Mais ce n'est pas le gouvernement russe qui doit solliciter, c'est plutôt le gouvernement vénézuélien. En tant que membre du comité permanent de l'ONU. La situation au Venezuela est discutée au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un sujet important. Mais pour l'instant, à ma connaissance, l'ONU ne participe pas directement dans ces efforts. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Artem Sudenikov. Vous nous avez fait le plaisir et l'honneur de venir un peu, comme on dit en France, au débeauté, c'est-à-dire je vous ai prévenu et assez tardivement et vous avez accepté fort aimablement de venir, parce que c'est vrai que l'actualité est brûlante, c'est le moins que l'on puisse dire. Et comme vous le disiez à très juste titre, on risque grandement un bain de sang au Venezuela à suivre des politiques comme malheureusement nous en avons actuellement. Il y a une grosse inquiétude et je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'être venu sur Radio Courtoisie encore une fois. Merci à vous. Alors, on peut peut-être également profiter pour annoncer, il y aura une conférence, je ne sais pas si la date est fixée, une conférence avec le colonel Corvez et votre attaché militaire. Écoutez, il faut poser cette question aux organisateurs, c'est-à-dire Alliance franco-russe, dont je suis vice-président. C'est le prince Trubetskoy qui m'a annoncé ça de son retour de Russie, que la décision était prise. Cette table ronde, cette conférence est prévue, mais à ma connaissance, la date n'est pas encore établie. La date n'est pas. Bon, alors, tant mieux.
Donc il n'y a pas de manquement de ma part. Ce sera l'occasion pour parler de ces nouveaux armements russes, entre autres. Et on ne manquera pas d'annoncer cette prochaine conférence, puisque la dernière à laquelle vous avez aimablement participé a attiré beaucoup de monde, et j'en ai eu des échos absolument magnifiques. Merci beaucoup Artem Studenikov. Merci à vous. À très bientôt dans Radio Courtoisie. Merci. Nous allons nous retrouver, chers auditeurs, après une courte pause musicale. Merci.